Est-ce que vous qualifieriez Erdogan d'animal médiatique ? Je pense aux images, effectivement, qui étaient des images sur des flux mobiles au moment, donc, globalement, du coup d'État, qui parvenaient aux chaînes de télévision. Enfin, globalement, il y avait une mise en scène qui était assez intéressante. Erdogan était en train de se filmer depuis un mobile. Alors oui, vous faites allusion au FaceTime, Exactement, c'est ouais, ça? ouais. Oui, bien sûr, mais alors à ce moment-là, les réseaux téléphoniques étaient coupés, donc le seul moyen était coupé par les putschistes, hein. Donc le seul moyen pour Erdogan de pouvoir informer sa population de ce qui se passait, c'est le moyen qu'il a trouvé, c'était d'appeler la présentatrice de la chaîne d'information via FaceTime. Et donc c'est vrai qu'on a vu apparaître, c'est une image absolument surréaliste, on a vu apparaître Erdogan sur FaceTime, interpellant les citoyens turcs et leur demandant de descendre dans la rue pour faire échec au coup d'État. Ça a été un succès. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, Erdogan sait parfaitement utiliser les médias à son avantage, et il a toujours su le faire. Il a toujours eu ce souci, en fait, de contrôler la parole médiatique. Donc, ce qui fait qu'il a très vite mis la main sur les gens qui sont à la tête des grands empires médiatiques turcs. Est-ce que vous pourriez déterminer peut-être trois moments précis qui vraiment permettent d'illustrer cette hécatombe médiatique, qui est aussi une hécatombe qui concerne l'information en général, fermeture de titres de presse, est-ce qu'il y a des dates qui vous reviennent ? Alors des dates, oui, alors je crois que c'est en 2007 ou 2008 à peu près, le groupe Doğan, qui reste un grand groupe médiatique, mais qui était vraiment le groupe des médias qui possédait une dizaine de titres de quotidiens, plusieurs chaînes de télévision, des sites internet, etc., une maison d'édition. C'était le grand groupe turc qui était plutôt dans l'opposition à Erdogan au départ, qui était plus proche des milieux laïques, kémalistes. Ce groupe Doğan a eu en 2007 ou 2008 un redressement fiscal qui a coulé le groupe, qui a été obligé de se séparer de plusieurs activités très intéressantes pour lui. Il a vendu notamment des activités dans l'énergie, dans le pétrole, etc., pour pouvoir rester à flot. Mais ça n'a pas suffi, il a dû ensuite céder la plupart de ses titres. Donc le journal Milliyet, par exemple, qui était une grande référence pour les intellectuels, un journal plutôt de centre-gauche, voilà, enfin assez prisé des élites politiques. Et ce journal est devenu aujourd'hui un instrument du pouvoir, parmi tant d'autres. Le journal Vatan également était un journal d'opposition, il est devenu un journal pro-gouvernement. Tout ça, c'était des journaux du groupe Doğan. Après, on a eu Gezi, bien sûr, qui constitue un deuxième tournant. Donc au moment de Gezi, là, on voit apparaître la censure directe d'Erdogan lui-même sur les chaînes de télévision. Et ça, c'est apparu après avec des révélations d'écoutes téléphoniques qui ont été mises sur YouTube, sur Internet, où on entend Erdogan appeler un rédacteur en chef d'une grande chaîne d'information pour lui demander de changer un bandeau qui ne lui plaisait pas. Donc ça, au moment de Gezi, on a vu une deuxième vague de censure très forte. Et puis troisièmement, c'est celle qui a commencé après les affaires de corruption de 2013, qui ont été lancées par le mouvement de Fethullah Gülen, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui ont continué au moment du coup d'État. Donc c'est le processus actuel. Depuis 2013, on a à peu près 120 médias qui ont été fermés, censurés en Turquie, donc des chaînes de radio, de télé, des journaux, etc. Beaucoup de médias proches du mouvement güleniste, dont le quotidien Zaman. Le quotidien Zaman, c'était le quotidien numéro 1 en Turquie, 1 million d'exemplaires par jour. Vraiment une puissance de feu médiatique assez importante, et en 2007 c'était le porte-parole du gouvernement d'Erdogan, ce journal. C'était par ce journal que le pouvoir exposait ses décisions politiques. Aujourd'hui, il y a une guerre entre le mouvement Gülen et Erdogan, et donc ce journal a été tout simplement saisi par l'État. Ces administrateurs ont été virés, ces journalistes ont été virés, et donc aujourd'hui c'est devenu un journal pro-Erdogan, comme tous les autres finalement. Comme tous les autres, ce que vous disiez. Aujourd'hui, la liberté de la presse n'existe plus en Turquie. Non, aujourd'hui, la liberté de la presse n'existe plus, la presse n'existe plus en Turquie. Aujourd'hui, on a une succession d'organes pro-gouvernementaux, mais on ne peut plus parler de journalisme en Turquie.
l'étage de l'identité turque et de la nation turque que vous connaissez bien, vous diriez quoi dans les années qui viennent? On va vers quoi? On va vers l'imprévisible. C'est bien ça le problème, c'est que tout est ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Erdogan est un autocrate, objectivement. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir en Turquie, ni institutionnel, ni politique, ni médiatique. Donc on ne voit pas ce qui peut l'empêcher d'avancer vers une forme de dictature encore plus prononcée. Pas grand-chose a priori, si ce n'est des formes violentes d'opposition, comme le coup d'État auquel on a assisté cet été. Donc je dirais que les scénarios pour l'avenir sont assez pessimistes, parce qu'il a créé un tel vide autour de lui que la seule place qui reste pour une alternative, c'est un nouveau coup d'État encore plus violent, un assassinat politique, une guerre civile. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et c'est encore plus compliqué dans la mesure où la Turquie, cet été, en plus, a envahi une partie de la Syrie, a commencé à rentrer en Syrie. Et donc là, si vous voulez, la Turquie est rentrée dans un conflit qui risque de la rattraper très vite et qui risque de la dépasser, de la déborder complètement. Donc en termes de sécurité, on a une situation hautement inflammable. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun scénario optimiste envisageable à l'heure actuelle. Merci Guillaume d'avoir été avec nous dans Comprendre l'actu. Merci.